Kourema au Mali a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a appelé les politiciens et les militants du BF et du Niger, du Burkina Faso, entendez, du Niger, à soutenir une pétition exigeant que la France paye des réparations et a promis de transférer les signatures au gouvernement du Mali. Les demandes de réparation, selon certains, sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il est clair que le parti du Mali qui demande des réparations n'est pas une initiative privée, mais beaucoup d'experts pensent que c'est en tout cas la position ou alors le reflet même de la position des autorités du pays. Politique étrangère d'Emmanuel Macron, quel impact sur les relations avec l'Afrique? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet entretien exclusif au cours duquel nous allons bien évidemment essayer de répondre à cette question. Et pour en parler, nous recevons bien sûr sur ce plateau Gamal Abina. Gamal Abina, il est journaliste mais également analyste politique. Bonsoir Gamal. Bonsoir, merci pour l'invitation à nouveau. Alors Gamal, sans embâche, nous allons entrer dans le vif du sujet. Quel est votre avis sur la politique étrangère de Macron et son impact sur les relations de la France avec les pays africains? Je vais peut-être vous étonner, mais la politique étrangère de Macron est pour le coup assez étrange en réalité, assez chaotique et en même temps très favorable aux pays africains en général et puis aux ex-pays qui ont été colonisés par la France. Donc c'est un néocolonialisme qui a duré trop longtemps et M. Macron, dans une démarche étonnante, a réussi à littéralement atomiser la relation France-Afrique qui était entretenu par tous ses prédécesseurs, dans une démarche effectivement très maladroite où il intervenait régulièrement, où il y avait des sorties un petit peu hasardeuses et où il a réussi à énerver la plupart de ses interlocuteurs présidents africains. La chose qui est certaine, c'est que la plupart des pays du Sahel, par exemple, se sont débarrassés des forces françaises, ce qui était inespéré, à la faveur évidemment d'un changement de paradigme mondial, puisque la Russie est de retour, que la Chine est très inscrite sur le terrain africain, la Turquie, l'Iran, enfin les grandes puissances comme ça qui sont très investies. Et donc ce changement à la fois géopolitique, géostratégique et changement de perception de la France a fait que les pays sahéliens ont bénéficié de cette rupture. Rupture qui, pour le coup, si ça n'avait pas été Macron, aurait pu être plus difficile. Il aurait pu y avoir des interventions militaires, comme on l'avait observé en Côte d'Ivoire à l'époque. Mais là, en l'occurrence, non, c'est pas le cas. Manifestement, M. Macron n'est pas un battant en guerre et sa présence est bénéfique pour l'Afrique. Il est très maladroit, multiplie les impairs et en même temps, n'intervenant pas militairement, permet aux Africains qui étaient des anciennes puissances, enfin des anciens pays colonisés, de se libérer de la tutelle française. Il ne reste donc plus qu'un seul élément de libération totale, c'est le franc CFA. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique de Macron est très chaotique, mais en même temps bénéficie aux pays africains. Alors, Gamal, je l'ai dit en introduisant cet entretien, le parti politique Kourema a tenu une conférence de presse au cours de laquelle, justement, il a appelé les politiciens et les militants tant du Burkina Faso que du Niger à soutenir une pétition qui exige de la France des réparations et a promis d'ailleurs de transférer les signatures au gouvernement du Mali et à la France. Gamal, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous réagissez à cette demande de réparation du Mali et d'autres pays africains à l'encontre de la France? Alors cette demande est parfaitement légitime et je la comprends, bien évidemment, parce que les crimes perpétrés par les entités coloniales françaises, anglaises, portugaises, espagnoles et j'en passe, ces crimes sont imprescriptibles. Ce sont des crimes qui ont littéralement détruit l'Afrique, qui l'ont arriéré, c'est un continent qui était quand même sur plein des aspects en avance sur l'Occident à une époque et qui a reculé. La colonisation, l'esclavage et tout ce qu'on peut imaginer comme barbarie perpétrée par ces puissances coloniales qui ont pillé et enrichi, d'ailleurs ils se sont enrichis sur le dos de l'Afrique, sont des réalités. Mais, il y a un grand mais, j'ai envie de dire que dans des pays comme cela, qui ont aujourd'hui une souveraineté, qui ont acquis une souveraineté au prix de l'or, au prix du sang plutôt, je veux dire, ça a coûté cher effectivement, qui ont acquis une souveraineté sur leur propre économie, sur leur propre capacité à créer de la richesse, sur leur propre pétrole, gaz et autres minerais précieux ou non d'ailleurs, eh bien ces pays-là devraient peut-être, à mon sens maintenant, peut-être oublier la France définitivement. C'est-à-dire que évidemment les réparations sont légitimes, je les comprends, mais j'ai envie de dire que comme l'Algérie l'a dit récemment, on ne demande pas d'argent à ces gens-là. D'abord parce qu'ils sont pauvres, c'est plus des pays riches, et surtout parce que c'est une position qui est quand même embêtante. De réclamer de l'argent sur un pays qui a commis des crimes, j'ai envie de dire qu'ils reconnaissent déjà leurs crimes, ce sera déjà un bon pas à faire en avant. Mais je comprends parfaitement la démarche de ces organisations, parce qu'effectivement, ne pas réparer des crimes perpétrés, ça signifie ne pas les reconnaître. Donc on est toujours sur la quadrature du cercle. Est-ce que la France va reconnaître les crimes? Non. Est-ce qu'elle va réparer? Non. Donc c'est à mon avis inutile, c'est un pays qui est surendetté, 3200 milliards de dettes, qui a du mal à boucler ses fins de mois, et qui, effectivement, ne donnera pas un centime parce que de toute façon, ils ne sont pas capables de le faire. Et même s'ils étaient capables de le faire, ils n'ont pas l'honnêteté de le faire. On a des exemples qui ont précédé cela. L'Italie en Libye,
pour réparer les crimes qui ont été perpétrés par la colonisation italienne, qui a duré très peu de temps d'ailleurs. Les Italiens ont investi en Libye. On a l'exemple de l'Allemagne avec la Namibie, qui ont reconnu les crimes qui ont été perpétrés, qui ont versé 1,5 milliard de dollars à la Namibie. Mais le fait de verser de l'argent ne réparera jamais les crimes perpétrés, les vols, les massacres, la réduction des hommes à l'état d'esclavage, la réduction des hommes à l'état d'animal, puisqu'il y a aussi une animalisation de tous les Africains, du nord au sud d'ailleurs. Et donc toute cette idée-là ne sera pas réparée par les questions financières. Je pense que la seule question qui vaille aujourd'hui, c'est que la France reconnaisse ses crimes et demande pardon. Après, si elle veut investir, si elle veut se réimplanter, bon, je ne suis pas trop favorable à ça. En Afrique, pourquoi pas? Mais bon, est-ce que la France est une puissance industrielle aujourd'hui? Non. Est-ce que son investissement sera productif? Non. Donc je ne vois pas l'intérêt réellement de demander de l'argent à ce pays. Gamal Abina, vous parlez justement de cette France, de cette dette énorme extérieure de la France. J'ai envie de vous demander, selon vous, en fait, est-ce que vous pensez, comme certains en tout cas, que la chute ou alors la perte d'influence de la France en Afrique aura certainement des conséquences sur l'économie française? Tout à fait. D'abord, les conséquences, on les mesure directement. C'est-à-dire que tant que la France pille l'Afrique, elle vit au-dessus de ses moyens. Donc c'était facile. Vous aviez un budget qui était complété par la spoliation du franc CFA, qui était complété par des transferts de capitaux illégaux, qui était complété par le prix des matières premières qui était payé qui était d'ailleurs fixé par l'acheteur, donc le français, qui était complété par le pillage des ressources minières ou pétrolières ou gazières. Donc tout cela, effectivement, profiter à la France. Donc quand on vit grâce à un complément de budget considérable additionnel qui permet au budget de l'État de bien fonctionner, d'être un État-providence, puisque les Français bénéficient à fond de ces largesses de l'État, avec des systèmes sociaux qui étaient quand même qui étaient répartis sur la population, avec des hôpitaux quasi gratuits, avec des soins médicaux qui étaient pris en charge. Ça, c'est parce que l'Afrique était là. Sauf que depuis qu'il y a un retour de souveraineté économique africaine, depuis que les pays africains ont décidé de rompre leurs relations avec la France sur le plan économique, de réduire la voilure en termes de générosité, puisque je prends l'exemple du Niger par exemple, eh bien, il faut savoir que l'ex-Areva, a fixé les prix de l'uranium. Une denrée rare, une denrée qui permet à la France de devenir une grande puissance énergétique, c'est grâce au Niger pour 33% de ses besoins. Eh bien ça c'est fini, ce qui veut dire qu'il y a un coût à l'importation qui a augmenté mécaniquement et que le train de vie de l'État, lui, est resté le même. Donc aujourd'hui, si les comptes de l'État sont dans le rouge et s'ils ont besoin d'aller chercher de l'argent sur les marchés internationaux financiers, c'est parce que l'Afrique ne leur donne plus cet argent gratuitement. Et effectivement, les conséquences économiques, on les mesure aujourd'hui. Il y a une crise structurelle en France, une crise économique lourde, une crise budgétaire. Ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ne vont pas en guerre aujourd'hui. Ils n'ont même pas les moyens de mener une guerre. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut tenir compte des réalités. C'est l'Afrique qui faisait le budget de la France, et pas le contraire. Alors, Gamal, je voudrais peut-être préciser pour nos téléspectateurs que le COREMA revendique entre autres 300 milliards de réparations, estimant bien sûr que ce n'est peut-être rien, que ça ne couvrira peut-être pas toutes les pertes des pays concernés, mais que ça pourrait justement accélérer le développement et résoudre certaines crises qui existent, notamment à cause de la France. Il faut préciser que la collecte de signatures a suscité d'ailleurs, selon le COREMA, un vif intérêt auprès de la population, une volonté de soutenir l'initiative avec plus de 100 000 personnes de différentes régions du pays qui ont signé sur justement le document initié par le COREMA. J'ai envie de vous demander, Gamal Abina, quel devrait être le rôle des oppositions, des hommes politiques, tant en France qu'au Mali, dans ce débat sur les réparations? Comme je vous le dis, la logique qui participe à cette demande, qui est logique, hein, je veux dire, normalement dans un pays civilisé, on commet un crime, on le répare. On le répare d'abord par une reconnaissance et surtout par une rémunération, une indemnisation, une amende. En l'occurrence, oui, je pense qu'il y a une logique qui participe à ça, mais j'ai envie de vous dire autre chose qui est quand même un rapport à la fierté. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc demander à un pays, d'ailleurs surendetté, qui est incapable de payer quoi que ce soit, de payer leurs crimes, c'est vrai que logiquement sur un plan humain c'est normal, mais j'y crois pas. Ensuite, j'ai envie de dire que la grandeur d'un État, c'est pas de demander à un pays à la dérive comme la France de payer ses crimes. Déjà, s'il les reconnaît, c'est déjà une belle avancée. C'est surtout de faire en sorte qu'on n'ait plus de rapport avec ce pays. C'est-à-dire que je pense que la rupture doit être consommée. Mais je comprends parfaitement que les ayants droit, les descendants des victimes, qui ont vu leur pays non seulement martyrisé par la traite négrière, l'esclavage,
des pays qui ont été réduits à l'état de rien. On a tout fait pour les empêcher de se développer. On voit bien en Asie, c'est pas le même rythme. Hein. Ces pays-là, quelque part, demandent une sorte de revanche. Mais c'est une revanche, à mon sens, qui doit se faire par ce pays. C'est-à-dire que le développement des pays ne passera pas par les dons de la France ou les aides au développement ou toutes ces plaisanteries-là. Il se fera par les forces vives du pays, mais en même temps, je comprends parfaitement ce qu'ils disent. Évidemment, moi dans ma famille c'est pareil, on a eu des morts, 30% de notre famille éliminée. On peut réclamer effectivement que la France nous indemnise ça. Mais quel est le prix de la vie humaine ? Est-ce qu'on peut quantifier par exemple le massacre de l'esclavage qui a d'abord été... Ils ont marchandisé des êtres humains, ils les ont transportés par voie de mer, c'était cauchemardesque, où on estime que c'est entre 40 et 90% de ce qu'ils appelaient des cargaisons étaient jetés à l'eau parce qu'effectivement c'était atroce, je veux dire c'est un massacre qui a été fait de masse, et on les jetait dans la mer parce qu'ils mouraient pendant le transfert. Eh bien toute cette traite ignoble ne peut pas être réparée. Et la France devrait payer, effectivement, mais pas seulement. La France, le Portugal, l'Espagne, les États-Unis, l'Angleterre, tous ces pays qui ont participé à cette ignoble traite négrière devraient les réparer. Ensuite, comment quantifier ce qui a été volé par les colons ? Parce que la colonisation a volé toutes les richesses de ces pays, jusqu'aux forêts qu'ils ont détruites. Ils ont rendu des déserts entiers quasiment. Comment peut-on quantifier ça ? Même 300 milliards de dollars, c'est une somme ridicule, c'est une goutte d'eau. Donc j'ai envie de dire que moi, la seule chose qui soit importante aujourd'hui, c'est que la France ne puisse plus empêcher ces pays de se développer et que ces pays ont des ressources extraordinaires qu'ils peuvent mettre en avant, dans le développement. Et je crois plus en cela. Je crois aux forces vives du pays plutôt que de demander à une France qui ne paiera jamais, de toute façon on sait très bien, de demander à ce qu'elle paye cette somme-là. Il n'y a pas de moyen de pression, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de justice. Donc j'y crois pas trop. Mais bon, je comprends la démarche, elle est parfaitement logique et singulière. Gamal Abina, alors peut-être que la France ne réparera pas, peut-être que la France ne reconnaîtra pas, mais on remarque tout de même que des demandes de réclamation se multiplient à travers le monde et notamment en ce qui concerne la France. Est-ce que vous pensez que d'autres pays pourraient rejoindre justement ce mouvement, le Kurema invité par exemple par les militants du Burkina Faso et du Niger à rejoindre ce mouvement de réclamation? Est-ce que vous pensez que ces pays vont rejoindre, que d'autres pays pourraient peut-être rejoindre ce mouvement de réclamation? Oui, ça me paraît assez évident que d'autres pays le fassent. Encore une fois, je dis qu'ils sont légitimes et fondés à le faire. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que autant l'Allemagne a pu payer parce qu'elle a les moyens, autant l'Angleterre ne le fait pas vraiment. Mais je pense que la première chose, d'abord, c'est la réappropriation culturelle. Je ne parle pas seulement d'argent. Les Français ont volé, je dis bien volé, 70 000 œuvres d'art africaines. 70 000. Ils en ont rendu difficilement, et en plus je crois que c'est un prêt, 26. 26 au Bénin. Si ça, c'est pas se moquer de l'Afrique, c'est quoi ? 70 000 œuvres d'art africaines, c'est pas un cadeau que l'Afrique leur a fait. Ça a été volé, spolié. Eh bien ça, on peut le réclamer. Ça, parce que c'est des œuvres qui ont une valeur inestimable. C'est la récupération de sa culture. Ça, on peut le réclamer. Ça va aussi bien des masques africains en passant par l'obélisque, on peut en passer des meilleurs. Après, pour ce qui concerne les réparations financières, j'allais dire que le chiffrage est difficile, mais dans tous les cas de figure, la France ne paiera pas. C'est un pays qui n'a pas l'habitude de payer ce qu'elle doit, qui n'a pas l'habitude de payer ses dettes, sauf peut-être aux bailleurs de fonds et encore, et qui n'a pas les moyens de le faire. Donc je pense qu'on peut commencer déjà par demander la récupération des œuvres africaines, ensuite effectivement la rupture avec le franc CFA, et la récupération effectivement de son droit à exploiter ses propres richesses. Ça c'est un bon début. Que d'autres pays le réclament, j'imagine facilement qu'ils le feront, c'est normal, c'est logique, c'est cohérent, ça va dans le sens de l'histoire, mais je n'attends pas de miracle des Français. Mais par contre pour la symbolique, effectivement, que d'autres pays le réclament, ça me paraît essentiel, parce que ça remet les pendules à l'heure, ça rappelle quand même que les victimes peuvent réclamer au bourreau, au minimum, qu'elle répare financièrement ce qui a été fait. Et ça, je le comprends. Je ne dis pas qu'il faut le faire, parce que moi, ça me paraît plutôt difficile, mais en même temps, ça crée un mouvement salvateur. Parce que c'est une première étape pour parler d'autre chose. Et la question des œuvres d'art africaines n'est pas anodine. La question, effectivement, de récupérer ses richesses, sa production de richesses n'est pas anodine. La question d'exiger un transfert de compétences et de technologies n'est pas anodine. Je pense que si la France doit réparer quelque chose, c'est par le biais d'investissement, comme l'Italie a fait avec la Libye un temps. Et là, ça me paraîtrait beaucoup plus sérieux. Alors Gamal, il faut quand même, on se dit peut-être que c'est aussi une étape dans l'affirmation de la souveraineté même du Mali. Ah tout à fait, là je vous rejoins complètement. Le fait d'imposer ce genre d'exigence, c'est une souveraineté, c'est un acte fort de souveraineté. Quand les Français ont battu les Allemands à la Première Guerre mondiale, ils ont mis une dette abyssale sur le dos, c'était un acte de souveraineté.
Ils l'ont fait d'ailleurs la seconde, mais avec beaucoup moins d'empressement. Et effectivement, les Maliens sont fondés, comme d'ailleurs tous les pays de la région, du nord au sud, ils sont fondés à réclamer ce genre de choses. Et ils ont raison de le faire. Et s'il peut y avoir des condamnations, c'est encore mieux. Mais cette réalité, c'est surtout, j'ai envie de dire presque symbolique. De dire les Français nous doivent tant, ça veut dire qu'on a été capable de quantifier la perte, parce que c'est une perte, c'est même pas moi qui a gagné, de ce qui a été fait. Et en même temps, ça ouvre la voie vers d'autres questions. Parce qu'une fois qu'on a parlé de ça, les Français vont refuser évidemment, on parle du franc CFA. Combien ça coûte aux Africains, ce franc CFA, qui est une monnaie ridicule, qui est une monnaie fixée par la France, c'est pas une monnaie africaine, qui a en plus dans le nom, franc CFA, tout est dit, c'est un franc. Eh bien, combien ça coûte aux Africains? Là, ça peut être renégocié. Et je pense que cette volonté d'affirmation, effectivement, et de souveraineté par rapport à la France est une première étape salvatrice, à mon sens. D'accord. Alors, Gamal, nous allons peut-être en sortir de cet entretien sur l'impact de cette relation, de cette politique étrangère d'Emmanuel Macron sur les relations avec l'Afrique. Mais j'ai envie de vous demander quel avenir, finalement, pour les relations entre la France et l'Afrique au regard, justement, de cette politique étrangère plutôt catastrophique d'Emmanuel Macron, pour reprendre vos propos, et de ces réclamations qui se font de plus en plus entendre sur le continent. L'avenir entre la France et l'Afrique, à mon sens, est largement remis en cause. C'est-à-dire que je ne sais pas qui sera le prochain président, mais une chose est certaine, ce ne sera pas Macron qui va l'améliorer, la relation. Au contraire, il l'a dégradée. Et je pense que l'avenir entre la France et l'Afrique ne se fera que si la France reconnaît d'abord ses crimes et est prête à faire un effort à destination de l'Afrique. On n'est pas au stade de demander est-ce que les Africains vont avec la France se mettre d'accord, être gentils ou non. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que sera la France en Afrique? Aujourd'hui, la France a très peu de chances d'un retour dans les zones dans lesquelles elle a été chassée, et tant mieux, parce qu'elle n'a pas à y être. Ça s'appelle vraiment l'indépendance, là, pour le coup. Et en même temps, le jour où la France reviendra avec un discours beaucoup moins arrogant, en disant effectivement, excusez-nous, on a été horrible, on a fait des crimes et tout, et on veut travailler avec vous en bonne intelligence, gagnant-gagnant. À ce moment-là, peut-être que le partenaire africain acceptera. Mais le problème, africain, c'est au sens large, parce qu'il y a autant d'Afrique que de pays. Mais en vérité, ce qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, la France est en difficulté parce qu'elle ne peut pas investir, parce qu'elle n'a pas les moyens de créer de la richesse, et surtout parce qu'il y a des concurrents sérieux. Je veux dire, on parle de gens sérieux qui vous prennent pas de haut. Je ne parle même pas en Europe de l'Allemagne, de l'Espagne ou de l'Angleterre, mais surtout des Russes, des Chinois, des Indiens, des Américains. Il y a tout un tas de nations comme ça qui sont sur le qui-vive et qui sont prêtes à investir, même la Turquie ou l'Iran, pour prendre des nations un peu plus moyennes, prêtes à investir en Afrique et de façon honorable, de façon respectueuse. La France n'a pas cette qualité pour le faire. Il y a malheureusement, c'est l'habitude française qui consiste à jouer l'arrogance. Ils sont arrogants. C'est un vrai problème. Donc l'arrogance est quelque chose qui est évidemment problématique dans les relations internationales. Plus encore, quand on a une arrogance qui a une dimension un peu racialiste, je pense que c'est difficile de revenir. Le jour où un président français sera à la hauteur, c'est le jour où il va humblement dire aux Africains pardon pour ce qu'on a fait et nous sommes prêts à travailler avec vous en bonne intelligence. Mais ça, je n'y crois pas une seconde. En tout cas, merci à vous, Gamal Abina, pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de cet entretien exclusif. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci à vous, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien de bout en bout. À très bientôt pour d'autres entretiens et bonsoir.